est-ce qu'il est temps de faire des cadeaux à la planète en réduisant les émissions de CO2. Et si on fait ça, on se trompe. Si on considère qu'il est urgent de ralentir le rythme, on se trompe, et notamment on perd de vue un élément historique absolument essentiel. Tout ce temps qu'on est les Européens, on est les premiers émergents. Et on a cramé à peu près tout ce qu'on pouvait cramer. Le pétrole, le gaz, il nous reste du charbon, et qui n'est pas forcément l'énergie évidemment la plus recommandable. Et on est dans un environnement dans lequel nous sommes d'une extraordinaire fragilité. Extraordinaire fragilité. Le choc de 2022 a conduit à déployer assez massivement des boucliers tarifaires, des amortisseurs. Les travaux disponibles donnent à penser que pour l'Europe entière, en incluant pour les besoins du calcul les Britanniques, ça a coûté 700 milliards d'euros. 700 milliards d'euros. Avec 700 milliards d'euros, c'est un pognon dingue, clairement. On peut faire beaucoup de choses. Donc c'est simplement, les 700 milliards d'euros, c'est pour déconnecter le prix de détail, celui qu'on paye à la maison, et en France, on a été particulièrement généreux dans ce domaine, en matière d'amortissement, de déconnecter le prix de détail du prix de gros. Dans les entreprises, ça a été un peu moins généreux, évidemment, mais à la maison, les boucliers tarifaires ont été extraordinairement protecteurs. La Cour des comptes nous dit qu'entre 2021 et 2023, la somme de ces amortisseurs qui sont déployés, ces boucliers tarifaires qui sont déployés à la fin 2021, c'est 60 milliards. 60 milliards. Dans le même temps, en 2022, les aides à la rénovation, c'est 8 milliards. C'est 8 milliards. Bon, donc, pognon de dingue, si on veut aller en chercher quelque part. On peut refaire l'histoire de nos 10 dernières années, essayer d'imaginer où on en serait avec du vrai argent, avec de la dette publique, si on avait été plus efficace dans nos consommations énergétiques. Le premier choc, c'est la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, on a dit improprement que c'était une crise suscitée par la taxe carbone. Mais la réalité des choses, tu confirmeras sans doute Myriam, c'est que le prix du pétrole, il a été multiplié par 2 entre 2016 et 2018. Évidemment, on avait mis une petite taxe au-dessus du baril, et c'est surtout le sursaut du baril qui a rendu l'ensemble totalement inflammable et malheureusement au sens premier du terme. Et derrière tout ça, on a évidemment une crise de la mobilité, on a également une crise des modalités de chauffage, des 3-4 millions de ménages qui à cette époque étaient encore chauffés au fioul. Et évidemment, ce sursaut du prix du baril a rendu inacceptable la taxe carbone, mais ne perdons pas de vue que le choc essentiel, il procède de... Donc si on avait été plus efficace, il y a de bonnes raisons d'imaginer que on n'aurait pas été au bord du chaos dans la Ve République tel qu'on l'a été à ce moment-là. Deuxième choc, la crise Covid. La crise Covid, c'est une crise également de la qualité de l'air. C'est une crise dont les effets sont renforcés par la qualité de l'air, très fortement. Il y a des travaux du monde médical vraiment très sérieux, pas faits par des économistes, et qui établissent un lien très clair entre la pollution dans les villes et l'intensité des pics au moment du Covid. Et on connaît tous la mécanique, puisque finalement, tout ce temps qu'on a ici, on est pneumologue, on a payé pour. Donc, et on comprend qu'il y a un lien assez évident entre les facteurs de comorbidité qui sont produits par la pollution urbaine, notamment, et la sensibilité à ce type de cochonnerie. Et si on veut avoir un ordre de grandeur, pour la France, la crise Covid, la dette publique avant et après, croisons les doigts pour imaginer se convaincre que nous sommes vraiment après, c'est à peu près 300 milliards. Donc je ne suis pas en train de dire que on aurait totalement évité le recours à ce besoin de puiser dans la capacité d'assurance collective via l'argent public si on avait été plus efficace, mais de fait on aurait économisé une partie. Le troisième choc, naturellement, ce sont nos problèmes de voisinage avec Vladimir et peut-être avec Donald à l'avenir. Moi, Myriam, je suis au moins aussi préoccupé du gaz naturel liquéfié qui nous arrive des États-Unis, de celui qui continue à nous arriver de Russie. Évidemment, tu as cité les chiffres pour l'an dernier, mais enfin, voilà, le fait de passer de Vladimir à Donald, j'ai rien à vous apprendre, c'est pas la meilleure garantie de sécurité. Et donc, de fait, dans ce domaine, on a un antidote qui marche, et ce sont les gains d'efficacité. Il faut vraiment se convaincre que pour les vieilles nations que nous sommes en Europe, encore une fois, un groupe de pays émergents, il y a une première valeur
au gain d'efficacité et plus globalement à la transition, mais spécifiquement au gain d'efficacité, qui est la réduction des risques qui pèsent sur nos collectivités. Alors moi, je raconte cette affaire depuis 15 ans. Alors il se trouve que avant les chocs, c'était beaucoup plus difficile de raconter tout ça et d'en convaincre. Mais la vérité, c'est qu'il y a une bonne partie des 1000 milliards de dettes additionnelles qu'on a accumulées depuis le début de la précédente décennie. Il y a une bonne partie qui procède de ces chocs, de la violence de ces chocs, et donc on aurait pu amoindrir avec... Je continue, hein, voilà. Voilà. Donc, première valeur, une valeur assurantielle. Vous aurez des slides, et on va parler sans slides, et ce sera mieux, d'autant que je suis peut-être un bon prof, mais un très mauvais élève. Je les ai envoyés ce matin très tard, alors qu'on m'avait demandé de les envoyer il y a 10 jours. On les mettra sur le site. Voilà, on les mettra sur le site. Et donc, si on doit réfléchir finalement à la politique publique, il faut déjà s'interroger sur la valeur. Donc, il y a une première valeur qui est une valeur assurantielle, et cette valeur, me semble-t-il, elle doit nous sauter aux yeux au regard de ce qu'on a vécu. Autre chiffre, si on veut noter les enjeux, issus du monde médical également, le coût de la pollution de l'air intérieur, cette fois pas l'air extérieur, l'air intérieur, qui est notamment lié, enfin qui peut être amélioré évidemment par des travaux d'efficacité, c'est à peu près 20 milliards d'euros par an. 20 milliards d'euros par an. Donc il y a un premier effet de levier, une valeur qui est une valeur assurantielle. Deuxièmement, si on regarde les choses en se focalisant, et Myriam, tu as commencé à l'évoquer, évidemment, si on veut faire société, la question du logement, elle est absolument essentielle. Moi, je l'ai vu de différentes manières, notamment en faisant partie du groupe d'experts qui, pendant un peu plus d'1 an, accompagnait de l'intérieur la Convention citoyenne pour le climat. Et vous savez peut-être, cette convention, elle est organisée en ateliers autour de thématiques qui sont, voilà, ce qu'on est conduit à vivre individuellement dans nos familles, dans nos entreprises au quotidien, donc travailler, se déplacer, etc., et se loger. Et évidemment, toute la partie sur se loger a suscité énormément d'intérêt parce que de fait, c'est à peu près ce qui nous relie. Et c'est l'occasion de rappeler des chiffres qui sont les chiffres de la précarité, plus de 3 millions de ménages encore aujourd'hui. Le médiateur de l'énergie qui a publié ces chiffres il y a quelques jours maintenant évoque un sursaut des recours en cas d'impayé, et donc gaz et électricité à la maison, de 25% l'an dernier, en 2024. Et donc en 2024, on peut penser qu'on est après la vague et on est après mais il se trouve que les amortisseurs ne jouent plus, et puis par ailleurs, l'inflation est passée par là et a créé des contraintes économiques. Et juste, je t'interromps là parce que c'est un sujet important, parce que la précarité énergétique, c'est un truc dont on parle depuis 20 ans. Quand on l'a défini en France, on a dit, si on met 10% de notre budget dans l'énergie, on est en précarité énergétique. Moi, je prétends aujourd'hui qu'on a 80% des Français en précarité énergétique. Volontairement, je suis provocative, parce que l'inflation est passée par là. Oui, alors, et donc c'est évidemment une fragilité, une double, triple ou quadruple peine pour les ménages qui sont concernés, notamment parce que on va retrouver notamment il y a des travaux de la fondation qui jusqu'à hier s'appelait la Fondation Abbé Pierre et qui s'appelle aujourd'hui, je crois désormais, la Fondation pour le logement, des travaux sur les effets de santé publique de la précarité. Et donc ces 3 millions de ménages, par ailleurs, on va les retrouver dans les passoires thermiques qui sont classées FG, etc., et qui vont subir également un deuxième effet, qui est un effet patrimonial. Et peut-être qu'on va les retrouver plus que pour d'autres, ou avec moins de moyens de s'adapter, dans les 10 millions, écoutez bien, les 10 millions, ça fait beaucoup de millions globalement, les 10 millions de logements qui sont dans des zones de retrait-gonflement des argiles. Et c'est une des valeurs, et j'y reviendrai un peu plus loin, des valeurs des efforts d'efficacité énergétique via la rénovation que de parvenir au moins partiellement, en tout cas améliorer les conditions dans ce domaine. Donc si on veut continuer à faire société, l'efficacité est un levier qui est très puissant pour cette raison également. Et aujourd'hui, Patrice, au niveau européen, comment sont les réglementations et les politiques européennes sur l'efficacité énergétique? Est-ce que tu partages l'idée que ça devrait être le pilier des politiques énergétiques, l'efficacité énergétique? Alors oui, à l'évidence, parce que vous verrez sur mes slides que tout ce que je suis en train de vous raconter est assez tragique dès lors qu'on regarde les chiffres de très près. On est très loin d'être les moins bien lotis en Europe.
si vous allez vers l'est de l'Europe, donc en France, on est, enfin, Myriam nous dit 80% de précarité. Bon, les chiffres officiels, c'est plutôt 10-15%, mais dans l'est de l'Europe, on est à plus de 25%. Donc il y a un enjeu sociétal à l'intérieur de chacune de nos communautés. Si on veut continuer à faire société en France et à se transformer à l'avenir, évidemment, c'est un enjeu clé. Et j'en reviendrai notamment dans la comparaison que tu as commencé à esquisser avec les renouvelables, l'intérêt quand même de l'efficacité, des efforts d'efficacité pour 1 euro investi dans l'efficacité versus un investissement dans les renouvelables, c'est qu'on a un effet direct sur les ménages notamment qui vont bénéficier ou parvenir à engager ces financements. Et puis par ailleurs, à la différence des renouvelables, au lieu de créer en quelque sorte du stress et de la complexité sur les systèmes et notamment les systèmes électriques, on va plutôt créer de l'apaisement. Parce que, bon, tu disais que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, ça se discute, mais de fait, si tu ne consommes pas cette unité d'énergie, tu ne vas pas nécessiter derrière des investissements dans des réseaux, dans du backup, dans du stockage, etc., etc. Donc il y a également une valeur de simplification dans la gestion du système qui est tout à fait important. Continue à décliner deux mémoires, hein, et sans cela, finalement, c'est plus sympa, vous avez raison. À décliner les valeurs ou la valeur, il y en a une troisième, non moindre, évidemment, c'est de se préparer à un climat qui a déjà commencé à changer, qui à l'évidence va continuer quoi qu'on fasse, et même dans le meilleur des scénarios. Vous verrez, il y a une slide absolument terrible de Météo France qui est vers la fin de ma présentation, et dans laquelle on compare la durée et l'intensité. Donc la durée, c'est le nombre de jours, l'intensité, c'est les températures extrêmes, des vagues de chaleur qu'on pourra avoir à connaître dans les décennies à venir. Alors pas forcément uniquement à la fin du siècle, hein, on pourrait dire à la fin du siècle, bon c'est loin et on sera plus directement concerné, toi et moi, enfin moi en tout cas, mais de fait, lorsqu'on regarde de près, alors d'une part ce qu'on est conduit à vivre, évidemment, mais par ailleurs ce que disent les derniers rapports du GIEC, par différence à ce qu'étaient ceux qui ont été livrés un peu avant l'accord de Paris, c'est qu'on observe dans notre décennie en 2030 des choses qu'on imaginait d'observer plutôt en 2050. Donc il y a également une urgence à gagner en efficacité dans les consommations énergétiques du logement si on veut continuer, si on veut parvenir à passer ces périodes qui vont devenir très communes. Et vous verrez dans cette slide, c'est absolument terrible, il y a un point qui est médian, qui est au milieu, qui a l'air assez banal, qui est la grande canicule de 2003, et qui est totalement noyé, totalement écrasé dans ce qu'on pourrait être conduit à vivre, dans ce qu'on va être conduit à vivre. Donc il faut se préparer à ça. Moi j'ai eu à réfléchir très directement à cette question. Pendant quelques temps, j'ai présidé l'université Paris-Dauphine, et c'est le moment où on a lancé un grand chantier de, au moins, enfin, j'espère qu'on va aboutir à des résultats aussi impressionnants que chez Vinci. Un grand chantier de 150 millions d'euros, donc beaucoup d'argent, etc. Et avec un enjeu absolument clé de parvenir à continuer à faire nos missions, enseigner, faire de la recherche dans des conditions qui soient soutenables. Et puis par ailleurs avoir un modèle économique qui reste également soutenable et qui suppose de pouvoir organiser des summer schools, par exemple, et d'accueillir des formations à ces moments-là. Évidemment, si on est sous 50 degrés et si à l'intérieur du bâtiment il fait plutôt 55 que 50, ce ne sera pas possible. Donc il y a des enjeux de cette nature. Je pourrais vous diffuser, il y a un avis ce matin du secrétaire général à la planification qui pointe justement le retard accumulé. Et encore une fois, on n'est pas les seuls. De fait, alors justement, ça nous amène, merci de la transition, donc le premier temps de mon intervention et le second sera très rapide, c'est de dire il y a beaucoup de valeurs à capter, et cette valeur, pour l'essentiel, à la différence des efforts d'atténuation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est une valeur qui se capte localement, c'est-à-dire dans les collectivités qui font des efforts, notamment des efforts de financement, et de fait, voilà, les 3300 milliards de dettes qu'on a accumulées auraient été réduits d'un pourcentage sans doute non négligeable si on avait fait des efforts dans différents domaines, et notamment en termes d'efficacité. Et donc la question, c'est pour capter cette valeur, à quel coût? Alors déjà, évidemment, les coûts sont élevés, il ne faut surtout pas se leurrer et considérer que tout ça est à portée de la main. Sinon, le retard qui a été accumulé serait criminel, vraiment, si c'était facile. Et donc ce qu'on observe, c'est par exemple ce que dit le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz,
c'est que dans les efforts de financement pour aller vers les ambitions du Green Deal, le gros paquet, à peu près 50 milliards par an, c'est le logement. Enfin, le bâtiment, dont tertiaire, logement, et c'est un paquet qui est un paquet absolument énorme. Donc, premier point, il ne faut pas se leurrer, il y a de la valeur, mais face à ça, il y a du capex, et vous aurez beaucoup de sachants, d'experts dans la journée qui vous expliqueront avec plus de détails et d'expertise que moi d'ailleurs, comment faire. Deuxièmement, il faut quand même une politique publique. Moi, Myriam, ce qui me préoccupe, c'est pas la nature des politiques publiques, c'est l'inconstance des politiques publiques. L'inconstance des politiques publiques. Avis du Haut Conseil sur le Haut Conseil pour le climat, il y a, au moment de la mise en consultation de la PPE et de la SNBC, bon, tout ça c'est bien, ces ambitions, mais l'inconstance de la politique publique est délétère. Enfin, je le traduis dans mes mots, mais de fait, et notamment parce que les ménages se trouvent face à un maquis. Alors, vous verrez la solution Disco, je fais un peu du teasing et j'ai l'esprit corporate Myriam. On verra comme j'ai la chance d'avoir été embarqué par Myriam et Charlotte dans l'expérience Disco, donc on vous expliquera le pass vert, mais l'idée globalement du pass vert, c'est parvenir à éclairer ce maquis, à tracer des chemins, et puis à parvenir à rendre accessible pour les ménages la valeur susceptible d'être créée par ces efforts. Et enfin, la troisième condition qui me paraît absolument essentielle, c'est qu'évidemment, il faut une industrie, il faut une filière et des gens formés à cet effet. Et on n'est pas totalement à l'échelle. Moi, ce qui me sidère, Myriam, tu t'en souviens sans doute, c'est le consensus absolument extraordinaire en 2012, au moment de la première conférence environnementale qui avait été lancée au tout début du quinquennat de François Hollande, pour dire on va porter à 500 000 rénovations thermiques à la fin de ce mandat, les rénovations, etc., etc. Et de fait, le bilan qui a été fait en 2017 était un bilan très en dessous de et on n'a jamais rattrapé donc ce retard. Et aujourd'hui encore, on en est loin. Donc on a évidemment une problématique d'expertise, une problématique de constance et de clarté. Et le moins qu'on puisse dire, tout ce qui s'est passé au cours de ces derniers mois sur MaPrimeRénov' est absolument kafkaïen, absolument kafkaïen. Et puis par ailleurs, il faut qu'on s'interroge sur le mieux qui est l'ennemi du bien. Je te rends la parole, Myriam, et tu as des choses plus précises que moi à dire, mais sur les rénovations d'ampleur et les rénovations par geste et cette espèce de bataille qui s'est installée et qui a concouru à la confusion, évidemment n'est pas de nature à accélérer la mise en œuvre et puis l'adhésion des ménages en particulier.